Salut à tous, ici Gwen, et aujourd'hui on continue notre périple historique à travers le monde du logiciel libre en racontant l'histoire d'Ubuntu. Notre récit commence dans les années 1990, lorsque Linus Torvalds, programmeur finlandais, développe et popularise Linux, un noyau de système d'exploitation. Quelque temps après, ce noyau trouve preneur à travers GNU, un projet de système d'exploitation libre mené par le programmeur américain Richard Stallman. Les deux projets s'associent pour donner GNU Linux, plus communément appelé Linux, un système d'exploitation comparable à Windows ou à macOS, mais qui a la particularité d'être libre, à savoir que n'importe qui peut examiner, redistribuer, réutiliser son code, par exemple pour créer ses propres outils ensuite. Linux connaît un grand engouement dans les années 90, mais ça reste quand même un outil développé par et pour des professionnels, pendant que chez les particuliers, l'informatique est bipolarisée entre Apple avec les ordinateurs Mac et Microsoft avec le système d'exploitation Windows. Toutefois, au bout de quelques années, certains vont se dire que la philosophie du logiciel libre pourrait bel et bien donner des outils à destination du grand public, au lieu de laisser de grandes entreprises de la technologie tout contrôler. Plusieurs tentatives voient le jour, dont celle française de Mandrake Linux, qui existe encore aujourd'hui sous le nom de Mageia, mais n'a jamais vraiment été connue, mais ce n'est pas d'elle qu'on va parler aujourd'hui. Au début des années 2000 arrive en effet un certain Mark Shuttleworth. Entrepreneur sud-africain, il a fait fortune dans la sécurité informatique à la fin des années 90 et participe en parallèle au développement de Linux, et plus particulièrement de l'un de ses dérivés les plus populaires, Debian, dont l'objectif est de créer un système d'exploitation stable, mais là encore, toujours à destination des professionnels et bien trop compliqué pour des particuliers. C'est justement parce qu'il considère que Linux a le potentiel de séduire le grand public que Shuttleworth décide de lancer sa propre distribution Linux, dans l'idée de partir de Debian et de créer, sur cette base, un système d'exploitation à destination du grand public. C'est ainsi qu'il fonde en 2004 la société Canonical, afin de présenter la distribution. Elle prend le nom d'Ubuntu, le site officiel expliquant à ce sujet « Ubuntu est un ancien mot africain qui signifie « l'humanité pour les autres ». Ubuntu est un mot qui vient des dialectes bantou et qui fait effectivement référence à une philosophie d'ouverture sur le monde et à la puissance du collectif, ce qui est assez cohérent avec l'idée de la distribution. Elle utilise donc la base réputée stable de Debian et a recours à tout un tas d'outils libres ayant pour but de faciliter la vie des utilisateurs, comme par exemple l'environnement de bureau GNOME, considéré comme le plus simple d'utilisation à l'époque. Canonical met dès lors en vente des CD d'installation d'Ubuntu, et la création de Mark Shuttleworth et des développeurs qui l'accompagnent rencontre très vite un franc succès. En effet, le principe d'Ubuntu attire l'attention de tout un panel très divers d'utilisateurs. Outre les particuliers, dont le nombre augmente rapidement, même s'il reste encore très inférieur à celui de Mac et de Windows, ce sont des institutions qui voient un intérêt dans cette distribution libre, simple d'utilisation et qui ne dépend pas de grandes entreprises américaines. C'est le cas par exemple en France de l'Assemblée nationale, ou encore de la gendarmerie qui utilise sa propre variante d'Ubuntu, Gentbuntu, et ce depuis 2008. La même année, c'est l'encyclopédie libre Wikipédia qui passe tous ses serveurs sous Ubuntu. Du coup voilà, si vous faites partie des personnes qui visionnent 25 milliards de pages Wikipédia tous les mois, vous utilisez Ubuntu indirectement. À l'origine, le but d'Ubuntu est donc de casser le monopole informatique détenu particulièrement par Microsoft. C'est d'ailleurs en ce sens que sur la plateforme permettant de remonter les bugs à l'équipe de développement, le premier bug reporté en août 2004 par Mark Shuttleworth lui-même est le suivant. Microsoft a une part de marché majoritaire. Plus bas, il détaille qu'Ubuntu a pour but de corriger ce bug en mettant en avant la philosophie du logiciel libre qui donne davantage de liberté à l'utilisateur. La croissance importante d'Ubuntu motive en tout cas la société Canonical à voir encore plus grand. L'objectif n'est plus seulement les ordinateurs de bureau, mais aussi les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes. Au début des années 2010, Ubuntu développe en effet pour projet de créer une convergence entre tous ces outils. En d'autres termes, qu'il soit possible de faire communiquer facilement ordinateur, smartphone, tablette, grâce à un environnement adaptatif qui permette de produire ces actions.
C'est dans cette optique que Canonical lance en grande pompe le projet Ubuntu Edge, un smartphone haut de gamme qui doit concurrencer Apple et Google, qui contrôlent alors déjà 90% du marché mondial du smartphone. Pour ce faire, il met en place un gigantesque projet de financement participatif ayant pour but de récolter la bagatelle de 32 millions de dollars. L'idée est ambitieuse, Ubuntu Edge promet de défoncer les performances des iPhone et Samsung de l'époque tout en étant moins cher. Le projet ne parvient finalement à réunir qu'un peu moins de 13 millions de dollars, mais permet malgré tout de mettre en lumière l'existence d'un marché potentiel pour un concurrent à Apple et Google. C'est donc fort de ce tout de même gros coup de com' que Mark Shuttleworth impulse le lancement d'Ubuntu Touch, un système d'exploitation pour smartphones et tablettes qui doit venir marquer de son empreinte le monde de la téléphonie mobile. La stratégie de Canonical pour battre ses rivaux est donc la convergence. Faire en sorte que les ordinateurs, les tablettes et les téléphones Ubuntu utilisent exactement le même système et le même environnement de bureau, simplement adapté à la taille de l'écran, à son caractère tactile ou non, à l'utilisation ou non d'une souris, etc. L'idée est par exemple que l'on puisse brancher son téléphone à un écran et à un clavier pour se mettre à l'utiliser comme un ordinateur. Pour mener à bien ce projet, Ubuntu remplace dès 2011 l'environnement de bureau GNOME par sa solution maison Unity. L'une des raisons, c'est qu'à ce moment-là, GNOME vient de lancer sa toute nouvelle interface qui ne fait pas du tout l'unanimité. Mais rapidement, ça devient aussi l'occasion d'atteindre la fameuse convergence en faisant en sorte que Unity puisse marcher sur ordinateur, téléphone et tablette. La convergence est alors prévue pour la 8e version de Unity, censée sortir en 2018. Faut bien comprendre qu'à cette époque-là, le projet de Canonical est complètement visionnaire. L'utilisation d'Ubuntu Touch repose sur une navigation par geste, sans bouton, ce qui n'existait nulle part à l'époque. Mais en plus, l'idée d'un écosystème informatique n'était alors réellement poussée que par Apple, alors qu'aujourd'hui, quasiment tous les gros acteurs de l'informatique grand public essaient d'atteindre la fameuse convergence que Canonical visait dès le milieu des années 2010. Malheureusement, ce projet, vous l'aurez deviné, il a jamais vraiment vu le jour. Ubuntu Touch est bel et bien sorti, porté en 2015 et 2016 par les smartphones et tablettes de la marque espagnole BQ, et la convergence était bel et bien censée se concrétiser en 2018. Mais un engouement vraisemblablement pas au niveau a conduit l'entreprise à prendre un virage radical. Le 5 avril 2017, Mark Shuttleworth annonce en effet l'abandon de Unity 8, l'abandon de la convergence et le recentrage de l'entreprise sur des activités plus lucratives, à savoir les serveurs et les objets connectés. En fait, ce dont a pris acte Mark Shuttleworth à ce moment-là, plus que l'échec du projet de convergence, c'est l'échec du projet originel d'Ubuntu, apporter le logiciel libre au plus grand nombre. La part de marché de Linux demeure faible avec seulement 7% en 2023, et encore seulement 3% si on ne compte pas Chrome OS qui fait un peu bande à part. Dès 2013 d'ailleurs, Shuttleworth a fermé son propre ticket de bug sur la part de marché de Microsoft, considérant que la mission d'Ubuntu avait été indirectement accomplie avec l'arrivée d'Android. Ce qui sonne là aussi étrangement, quand on sait que Google a très vite créé un nouveau monopole sur smartphone à milieu de la philosophie du logiciel libre porté par Ubuntu en 2004. Faut dire aussi qu'Ubuntu a depuis longtemps eu une vision très entrepreneuriale. Ce virage de 2017 se fait surtout vis-à-vis du marché peu présent. Ubuntu avait déjà fait polémique en intégrant les services de la multinationale Amazon dans les années 2010, et ils ont pris pas mal de décisions jugées assez contraires à leur vision de base ces dernières années, notamment avec le lancement de leur propre Logitech, le Snap Store, qui est propriétaire. Bon alors, on pourrait finir sur cette note sombre, mais ce serait malhonnête. Après tout, le système d'exploitation libre facile d'utilisation pour le grand public, il a bel et bien vu le jour. Ubuntu aujourd'hui est largement aussi fonctionnel et utilisable que Mac ou Windows, et l'aventure de Canonical a inspiré un grand nombre d'autres distributions Linux grand public et faciles d'utilisation, comme Linux Mint ou encore Pop! OS. Aujourd'hui, il existe même des constructeurs, comme les Américains de System76 ou les Espagnols de Slimbook, qui conçoivent et vendent des ordinateurs grand public équipés de Linux. Ce qui est paradoxal, c'est que, maintenant que Canonical a jeté l'éponge, plein d'autres acteurs ont repris le flambeau. Et même si le premier bug reporté par Mark Shuttleworth n'a toujours pas été résolu en soi, toutes les clés sont aujourd'hui là pour qu'il le soit un jour.
Et ce jour-là, on pourra peut-être se rappeler avec nostalgie de la maxime rigolote que tous les utilisateurs aguerris de Linux connaissent: Ubuntu est un ancien mot africain qui signifie « j'arrive pas à configurer Debian ».